À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de la réathlétisation dans le sport de haut niveau avec Christophe Keller. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eric Brest, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui nous sommes au Krebs d'Antibes en compagnie de Christophe Keller pour parler de réathlétisation. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick, bonjour Eric. Bonjour Christophe. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Christophe, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Oui, donc Christophe Keller, moi je suis donc responsable de la cellule de préparation physique et de réathlétisation au Krebs PACAS site d'Antibes. Donc à ce titre, je prends en charge les sportifs du site en réathlétisation, en préparation physique pour les athlètes qui sont en préparation olympique ou paralympique. J'ai une partie aussi de mon temps qui est dédiée à l'accompagnement des entraîneurs experts, donc sur notamment la planification, quantification de charges d'entraînement, sur la relation entraîneur-entraîné. J'ai aussi cette spécificité, c'est que je peux être mis à disposition dans le cadre du RGI, du réseau Grand INSEP, donc à la volonté de mon directeur et de ma directrice adjointe s'ils sont d'accord, sur des missions donc pour le Grand INSEP. C'est ce que j'ai fait notamment afin de coordonner et de donner des cours sur le certificat de compétences spécifiques de réathlétisation de l'INSEP pendant 8 ans, où on formait des entraîneurs experts, des ostéos, des kinés, mais également pour prendre en charge donc des sportifs blessés qui viennent sur le site d'Antibes, donc en règle générale via la MRP, l'ANS, donc toutes disciplines confondues, ou la mise à disposition des équipes de France, comme c'était le cas avec l'équipe de France de volley. Donc dans une première vie, on va dire, j'ai été sportif de haut niveau, athlète au football américain. Par la suite, donc CTR fédéral, parce qu'on n'avait pas de poste au niveau de la fédération. Puis responsable de pôle, où j'ai ouvert avec un collègue le premier pôle de football américain à l'époque à Amiens, c'était en 99. Et entraîneur national, donc voilà en fait mon parcours. Et je me suis amusé à calculer, je travaille avec 33 sports différents, toutes disciplines confondues. Alors, moi j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur comment toi tu définis la réathlétisation et en quoi diffère-t-elle de la rééducation traditionnelle ? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent on a du mal à faire la différence entre les deux. Déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la réathlétisation, donc c'est un mot qui est relativement nouveau, si vous cherchez le mot réathlétisation, il n'existe nulle part, dans le dictionnaire, il n'existe pas. Demain, vous voulez vous assurer en réathlétisation, qu'une assurance vous prendra en charge, ils vous prendront pour faire de la préparation physique, mais le mot n'existe pas. Bien que ce mot commence à être, on va dire, dans les us et coutumes. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai vu qu'il y a même eu jurisprudence sur un tribunal à Lille dans le football où avec un footballeur on a utilisé la non mise en place de la réathlétisation pour dénoncer une problématique entre un club professionnel. Donc c'est une avancée qui est extraordinaire. Donc pour répondre directement vraiment à ta question, en fait lorsqu'on parle de rééducation, c'est la phase qui est la phase de soins qui arrive directement après la blessure. Donc après on va dire un diagnostic d'un médecin, des examens potentiellement complémentaires, échographie, radiologie et autres, une prise en charge en soins avec un kinésithérapeute. Et souvent la difficulté avec la réathlétisation, justement, je disais tout à l'heure que la réathlétisation en fait elle existait dès qu'il y a eu le premier sportif qui s'est blessé, on l'appelait reprise de blessure. Donc elle est à cheval entre la prise en charge en soins avec le kinésithérapeute et justement cette prise en charge donc de retour progressif à l'activité. Donc quelle est vraiment la différence ? Le kinésithérapeute va être sur les soins et sur le premier retour à un niveau de mobilité, de renforcement musculaire, on va dire classique. Bien qu'il ait les prérogatives, ce kiné aussi pour faire de la réathlétisation. La réathlétisation, nous on va plutôt s'attacher en lien avec le kinésithérapeute et en lien avec les préconisations donc du médecin à faire en sorte de glisser progressivement vers l'activité. Mais surtout, on peut travailler sur les zones qui sont non blessées. Un sportif qui est blessé, qui a un croisé, qui est immobilisé sur un membre inférieur, par exemple, on peut déjà nous commencer à travailler sur des autres parties du membre non lésé. Donc la réathlétisation est à cheval avec. C'est un curseur qui passe du soin, réathlétisation, et progressivement qui passe de la réathlétisation à la préparation physique. Donc souvent on me pose la question, on me dit mais tu fais de la réathlétisation, de la préparation physique ou de la kiné? Et en fait on peut utiliser exactement le même outil. À un moment donné,
avec ce sportif, ne pas avoir le même type d'action, que ce soit le même outil, le même sportif. En fait, la périodicité à laquelle on se trouve fait qu'on va plus glisser sur de la rééducation, de la réathlétisation, de la préparation physique. Donc c'est très très difficile à définir en tout cas. L'objectif terminal, on va dire, c'est de faire en sorte que le sportif retrouve un niveau de mobilité, un niveau de force, on va dire global, spécifique à l'activité, que l'on soit capable, nous, d'avoir identifié donc quel était le morphotype du sportif, au regard de comment il est équipé, j'emploie souvent cette terminologie, comment équiper le sportif, quels étaient potentiellement ses antécédents pathologiques, quelles sont les technopathies liées à l'activité sportive qu'il pratique. Si c'est un nageur, on sait qu'il y a une forte chance d'avoir des problématiques d'épaule, un basketteur, un volleyeur, problématiques de genoux et d'épaule également pour le volleyeur. Donc avec ces 3 éléments, faire en sorte que le sportif, d'une part, on les rééquilibrait, on puisse glisser la réathlétisation, la préparation physique, mais surtout que le sportif reparte le plus autonome possible avec des routines d'athlétisation préventive afin de limiter les récidives de blessures. C'est ça la grosse différence de la réathlétisation avec des sports terrestres pour lesquels on va faire un retour d'activité très spécifique sur des déplacements pour les sportifs tels que le basket, le football américain, le football ou le handball. Alors Christophe, moi je t'ai vu à l'œuvre et je sais que tu pars d'un constat qu'on appelle un profilage dynamique ou un profilage fonctionnel. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce moyen, ces outils et le fonctionnement que tu utilises sur ce process-là? Oui, écoute, effectivement, l'idée c'est que la philosophie pour moi, réparer c'est bien, mais entretenir c'est mieux. Donc avant d'entretenir, le corps humain, c'est bien c'est exactement ce que j'ai énoncé juste avant, c'est de regarder un peu quelle est la morphotypie du sportif. Un athlète de haut niveau, un sportif ou un humain très singulier, encore plus un sportif de haut niveau, on peut faire la même discipline. Dans la même discipline, tu es nageur, tu sais très bien que en natation, il y en a qui vont faire du dos, il y en a qui vont faire du pape, il y en a qui vont faire de la nage libre. Donc déjà, c'est pas du tout la même mécanique, biomécanique. C'est pas le même morphotype du sportif. On parle même pas du football ou du handball, ces autres activités où tu peux avoir un gardien de but et un avant-centre et un arrière droit. Donc l'idée, c'est de regarder comment ce sportif est équipé, c'est-à-dire se faire une première cartographie de quel est ce sportif. Le piège, me semble-t-il, c'est de vouloir mettre tout le monde dans les mêmes cases. De dire on profile pour avoir un modèle unique. En fait, non. Je le répète, le sportif est singulier. Donc, quelle est cette singularité? Et je reviens sur comment est construit le sportif. Certains basketteurs font 2m03, d'autres font 1m98. Il y en a qui ont des fémurs qui sont plus grands, même s'ils ont le même poste. Donc, comment ce sportif va se déplacer? On revient toujours sur le potentiel, comment antécédent de blessure. On regarde comment équiper le sportif, on va regarder comment il va se mouvoir, c'est-à-dire quelles sont ses mobilités. Ça part des chevilles, ça part genoux, hanches, coudes, ça part du rachis, qu'il soit cervical, lombaire, thoracique. En fonction de l'activité, donc on va regarder si effectivement il y a potentiellement des déséquilibres, et comment nous, parce que c'est pas une science exacte, on pourrait donc, au regard de ce morphotype, au regard de l'activité et donc des technopathies que l'on connaît dans la discipline, je parlais des épaules pour quelque chose qui te parle, Eric, en natation, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place derrière pour limiter cette problématique de blessure? Mais dans limiter, derrière, souvent on me dit oui, tu fais de l'athlétisation préventive. Oui, c'est comme ça que l'on l'appelle, mais en fait je suis de renforcement musculaire. En fait je suis déjà en train de développer des qualités, ou en tout cas préparer le sportif à pouvoir s'entraîner. Parce que souvent on veut développer des qualités chez le sportif, alors qu'il est d'autant plus avec les nouvelles générations, déjà bien avant la Covid et encore plus maintenant, on a certains sportifs qui sont pas prêts à s'entraîner et à développer des qualités. Donc quelquefois on les entraîne encore comme des sportifs comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, on n'a plus les mêmes sportifs. On a des sportifs à ce jour qui marchent de moins en moins, rien que ça. Nous à notre époque, ça fait très vieux soldat, mais on allait à l'école en marchant, on avait une balle de tennis, on jouait dans la cour. On ne parle pas de la période Covid où là on empêchait de jouer dans la cour, où ils étaient dans des carrés avec des élastiques pour que personne ne bouge. Donc en fait on a des sportifs qui ne se mouvoient plus. Vous le voyez clairement dans des Krebs, dans notre institut national, parce qu'il est grand, donc il se déplace en trottinette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu globalement en mobilité, que ce soit cheville, que ce soit bassin. On est de plus en plus confronté à des problématiques de pathologie rachidienne, quelle que soit l'activité sportive. Et non pas que des activités comme le trampoline, où on sait qu'il potentiellement peut avoir des problématiques rachidiennes. Donc l'idée, effectivement, c'est de se dire, voilà, quel public j'ai en face de moi? En fonction de ce public, quelle est cette singularité? Qu'est-ce que je pourrais potentiellement proposer pour limiter les blessures, préparer le sportif à faire de la préparation physique, à s'entraîner, et une fois qu'on peut s'entraîner, potentiellement développer des qualités, potentiellement on va performer. Et pas, partir à l'envers. Tu me parlais tout à l'heure des professionnels de santé comme les kinés ou les médecins. Comment est-ce que toi, tu travailles avec ces personnes-là quand tu as un sportif qui est blessé? Est-ce que tu es en étroite collaboration avec eux? Comment ça se passe en fait concrètement?
J'ai le droit de joker ou pas? Non, alors, en fait, on est confronté à une problématique qui est la suivante. La problématique est la problématique liée au secret médical, qui n'est pas une problématique qui vient particulièrement des médecins, mais en fait, à ce jour, dans le code de la santé publique, le sportif de haut niveau est identifié comme le citoyen moyen. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout citoyen moyen a droit à au secret médical. C'est-à-dire que le médecin, dans son serment d'Hippocrate, lui, doit respecter ce secret médical. Ça veut dire que on est confronté à deux problématiques. La première problématique, c'est que le médecin, si un sportif lui demande de ne pas donner l'information sur la pathologie dont il souffre, a l'obligation de ne pas transmettre cette information. Moi, sur le terrain, j'ai besoin de savoir de quelle pathologie souffre le sportif. Si demain on me dit, voilà, j'ai un sportif qui souffre d'une entorse, j'ai besoin de savoir si c'est la cheville, le coude, le poignet, la cervicale, quelle est la localisation, et comment potentiellement en lien avec le kiné et l'examen qui a été fait par le médecin, je peux prendre en charge le sportif, et qu'il faut que tout le monde se staffe. Donc ça, c'est une réelle problématique à ce jour. Donc, on a deux types de configurations. Soit le médecin, en fait, il adapte cette problématique liée au secret médical, et c'est une vraie problématique pour eux parce qu'ils engagent leurs responsabilités, ça faut bien avoir conscience. Et derrière, on a les informations. Ça, c'est ce qu'on retrouve en équipe nationale. Un médecin en équipe nationale, imaginez bien que s'il donne pas l'information à l'entraîneur ou l'ensemble du coaching staff, en fait, il va pas pouvoir rester longtemps parce que là, on est vraiment dans l'urgence du haut niveau. Lorsqu'on est sur un établissement déconcentré en région, c'est pas du tout la même problématique. On peut avoir le même type de médecin qui est confronté à deux problématiques différentes. Je suis sur une équipe nationale, je suis dans ce type de configuration. En fait, la collaboration elle est très étroite. Le médecin fait le diagnostic il est envoyé au kiné, au réathlétiseur, à l'entraîneur. Et l'objectif et la finalité est toujours la suivante. C'est de prendre en charge le mieux possible le sportif afin d'assurer son intégrité physique et psychologique. Mais surtout de limiter les récidives. Parce que si on n'a pas l'information liée à la blessure, que se passe-t-il? On peut pas le prendre en charge. Derrière, l'entraîneur n'a pas les informations. Comme il n'a pas les informations, potentiellement il peut y avoir un retour à l'activité qui est anticipé. Et derrière, on se retrouve avec une problématique de récidive de blessure. Donc, dans ce cas de figure, aucun souci. Si jamais le médecin est confronté à l'obligation du secret médical, derrière on n'a pas l'information. On attend que le sportif puisse nous donner l'information si le sportif est majeur. Si le sportif est mineur, ce sont les parents qui doivent nous donner l'information. En fait, on a une vraie problématique de prise en charge. Et je reviens toujours à la même chose. L'idée, c'est pas spécifiquement d'accélérer la prise en charge pour que le sportif revienne plus vite, bien que ça peut être une finalité, mais c'est veiller à cette intégrité physique et psychologique afin de limiter cette récidive de blessure. Je vais vous donner des chiffres très concrets. C'est une étude qui a été faite par Borloo et à l'INSEP à la fin des Jeux Olympiques, qui démontre clairement la problématique à laquelle on est confronté à ce jour. Pour les Jeux de Tokyo, alors les chiffres exacts, je les ai plus tout à fait en tête, mais c'était, je crois, quelque chose comme 48% de nos sportifs sélectionnés aux Jeux. Donc j'insiste, sélectionnés aux Jeux de Tokyo, qui ont été blessés dans les moins d'un an avant les Jeux Olympiques. Chez les médaillés, donc c'était plus de 50% qui ont été blessés dans les moins de 6 mois, avec une semaine d'arrêt. À l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, ces mêmes 50% se sont reblessés dans les moins de 6 mois. Les Jeux de Rio, on était à 19% de sportifs blessés moins d'un an. Donc on a une augmentation exponentielle du nombre de blessés, et notamment du nombre de récidives. Je vais aller plus loin, on est confronté avec différents sports à des pathologies d'accidentés de la route. C'est-à-dire qu'à ce jour, on a par exemple au judo, en lutte, des jeunes sportifs de 21 ans qui ont des prothèses de hanche. On a des problématiques au basketball, donc dans les centres nationaux, avec des contropathies de stade 3, stade 4, quoi. Donc derrière, ces prothèses de genoux dans les moins de 5-10 ans. On a 16 ou 17 ans. Donc là, effectivement, le signal d'alarme, il est relativement important. Et c'est tout ce que l'on avait mis en place avec les collègues du réseau Grand INSEP et qui fonctionne plutôt bien, qui revient sur ta question, Eric, à savoir, mieux anticiper, profilons les sportifs, regardons leur morphotypie, essayons de mettre en place, de proposer des routines d'athlétisation préventive, afin de les équiper à s'entraîner, afin de pouvoir s'entraîner et potentiellement développer des qualités. Je rebondis sur ce que tu viens de dire là, mais tu nous parles de récidive. Comment est-ce que toi, tu gères ce suivi à long terme post-réathlétisation? Alors moi, l'idée, déjà, comme je le dis aux sportifs et aux entraîneurs, je fais beaucoup de métaphores, donc je dis souvent à l'entraîneur, je vais manger la tête de ton sportif. Donc c'est une image, hein, vous entendez bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sportif, en fait, moi mon travail, lorsqu'il vient en réathlétisation, il faut que le sportif soit autonome lorsqu'il sort de la période de réathlétisation. C'est sûr que s'il vient 3 jours, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que j'entends par être autonome? Être autonome, ça veut dire avoir pris conscience que, mais effectivement, je suis singulier. Comme je suis singulier dans une activité sportive, qu'elle soit individuelle ou collective, derrière,
il faut que je mette en place tout un tas de stratégies que j'évalue à environ 30% en plus du temps de pratique quelle que soit l'activité, qui sont des routines d'athlétisation préventive que je vais faire potentiellement avant les entraînements parce que mon préparateur physique, mon entraîneur, le réathlétisateur que je suis ne va pas le faire faire. Tu peux nous donner quelques exemples là de routines que tu mets en place? Oui, par exemple pour des sports terrestres, des routines de renforcement de ce que j'appelle les hauts bancs de cheville, c'est-à-dire les fibulaires, tout ce qui est le tibial antérieur, le fléchisseur de l'hallux afin de stabiliser la cheville. Ça peut être des routines de prévention, d'échauffement, de prévention de renforcement sur tout ce qui est les épaules pour des nageurs, puisque Eric ça va lui parler. Sur tout ce qui est les rotateurs externes, tout ce qui est les fixateurs d'omoplates. Et ensuite, ma philosophie de l'approche de la réathlétisation, mais notamment de l'athlétisation préventive, parce que là on parle de réathlétisation, mais en fait c'est déjà trop tard. Mieux vaut, moi je préfère entretenir plutôt que d'aller réparer en fait. Donc dans l'athlétisation préventive, c'est mettre en place des routines. Donc ces routines sont faites pour quoi? On regarde la morphotypie du sportif. C'est-à-dire, on l'a profilé, Eric me posait la question au préalable. Donc, comment équiper le sportif? Et j'emploie volontairement ce terme. Donc, on n'est pas tous équipés de la même manière, quelle que soit l'activité, en termes de largeur d'épaule pour les nageurs, de longueur de fémur pour les sports terrestres, on parlait du basket tout à l'heure. Donc voilà, quelle est ta morphotypie? Quelle est l'activité que tu pratiques? Quelle est la discipline que tu pratiques dans l'activité ou la position que tu as dans la discipline? Je suis nageur, si je fais du dos, je fais pas du papillon. Je suis gardien de but ou handball, je suis pas arrière droit. Donc, morphotypie, activité, position dans l'activité, et au regard donc de ces éléments, derrière, qu'est-ce que l'on va mettre en place comme exercice, comme routine, qui vont te permettre, en fonction de la singularité, de limiter potentiellement les problématiques de blessure, que l'on connaît clairement. Un nageur, on sait très bien qu'il y a une forte probabilité, je crois que c'est 84% à 14-15 ans de pathologie d'épaule, donc on sait que ça va arriver. Il y a une forte probabilité que ça arrive. Qu'est-ce que l'on met en place comme type de routine? On sait qu'on est basketteur, jeune basketteur, on sait qu'il y a plus de 85% également de problématiques de tendinopathie patellaire. Donc qu'est-ce qu'on met en place comme type de routine? Donc l'idée c'est ça, c'est d'identifier quelles sont ce que l'on appelle les technopathies, c'est-à-dire les blessures liées à la discipline, quelle est la morphotypie, c'est-à-dire comment est construit le sportif, quelle est la position ou l'activité en natation, si on fait de la brasse, on n'est pas en train de faire du dos, et comment on va mettre en place progressivement donc des exercices qui vont permettre de rendre autonome le sportif. Je reviens sur ton constat de tout à l'heure. Est-ce que, alors je sais que les méthodes, ta philosophie, la façon que tu as travaillé, c'est bien diffusé, tu l'as dit tout à l'heure, dans le réseau Grand INSEP, le réseau des établissements et je pense de certaines fédérations. Mais est-ce que nous, en termes de globalité de notre écosystème, ce serait pas quelque chose qui serait intéressant de faire connaître de nos collègues formateurs qui sont auprès des futurs éducateurs sportifs qui ont vocation à démarrer les activités d'entraînement avec les plus jeunes de nos sportifs et que justement ça se diffuse jusqu'à ce niveau d'intervenants, et c'est peut-être un point sur lequel on aurait tous à réfléchir, je pense. Eric, tu mets l'accent sur quelque chose de très important, parce que tu le dis clairement, à l'exception du CSS de réathlétisation qui avait été mis en place donc sur l'INSEP et que je coordonnais avec Jean Saint-Gess à l'époque, et qui existe toujours d'ailleurs, il y a peu de formation. Elle était destinée justement aux entraîneurs experts, et on avait volontairement ouvert le champ aux kinésithérapeutes et aux ostéopathes, et tout ce joli monde se coordonnait avec ses compétences, et ce qui permettait de faire avancer un peu cette problématique. Mais oui, en fait, tu as raison, parce que derrière, le souci est, qu'est-ce que l'on met en place derrière pour faire de la prévention de blessures? Comment peut-on donc profiler les différents types de sportifs avec des tests qui sont relativement simples, mais aussi spécifiques à l'activité? Comment derrière on va former les différents types de cadres avec des choses qui sont encore une fois relativement simples? Ça sert à rien de monter une usine à gaz parce que personne ne le mettra en place. Et derrière, pour potentiellement limiter cette problématique de blessure. Donc on a tout intérêt justement à faire en sorte de former les collègues pour derrière limiter cette problématique de blessure qui est exponentielle. Je l'énonçais juste au préalable, 50% de nos sportifs médaillés sont blessés en fait. Donc, sauf erreur de ma part, on n'a pas le même potentiel d'athlète que la Chine, que les États-Unis, que la Russie avec s'ils reviennent, on va dire, aux manettes un jour ou l'autre. Donc c'est très problématique. Donc effectivement, une formation donc de cadre, on va dire, global qui pourrait être mise en place sans faire une usine à gaz, sur les éléments, on va dire, basiques d'un profilage dynamique classique. Quels exercices pourrait-on prodiguer en lien avec le médical et le paramédical, parce qu'il faut que tout le monde travaille dans la même direction. Et effectivement, oui, c'est quelque chose qui me semble indéniable, parce que là, la courbe de blessés, elle est exponentielle.
et de retour de blessures ou de récidives de blessures, en fait. De ce fait, comment tu différencies la réathlétisation lorsqu'il s'agit d'un jeune athlète en pleine croissance? Ouais, ça c'est une très bonne question aussi. Donc, on va dire en son temps, lorsque j'étais au football américain avec des collègues, on avait développé le développement sur le long terme, donc de l'athlète footballeur américain, en lien avec Charles Cardinal, qui était le précurseur de ce qui a été fait au Canada, donc sur le développement sur le long terme au Canada, en regardant justement ce que l'on peut faire c'était de 7 à 80 ans, je crois. C'était en fait 7 ans on commence l'activité, 80 ans, enfin après l'activité sportive, on redonne à l'activité en fait. Donc l'idée c'est quoi? C'est déjà de regarder encore une fois quelle est la différence en termes d'avancée de l'âge biologique versus l'âge chronologique du sportif. Parce que trop souvent, on a tendance, notamment dans les sports collectifs, où c'est des sports à catégorie en fait. Donc vous avez des sportifs je dis n'importe quoi, au basket, au football, ils ont 13 ans. Mais il y en a qui ont déjà 15 ans. Il y en a encore 11 ans. Donc en fait, comment peut-on adapter les entraînements, donc notamment en préparation physique, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes phases, en termes de problématiques, on va dire, musculo-tendineuses, ostéo-articulaires. Certains sont en fin de maturation, d'autres pas. Donc comment on adapte en fait les entraînements en fonction de l'âge biologique du sportif. Donc effectivement, ça c'est une grosse problématique que l'on rencontre dans certaines disciplines. Nous on a fait ça au football américain, ils font ça au Canada depuis des années. Je crois que c'était un constat suite à c'était peut-être Athènes où ils avaient eu 0 médaille le Canada, ils avaient décidé de mettre en place ce développement sur le long terme. C'est quelque chose, moi que j'essaie d'initier depuis de longues années. En fait, il faut individualiser. Et c'est très compliqué dans des activités comme le basket, le handball ou autres, parce que derrière, ça veut dire qu'on est sur un collectif, mais dans le collectif, on a des individualités. Un exemple très concret, c'est que la Belgique, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, là, petit pays quand même, je parle du football notamment, ont décidé eux de modifier complètement les surfaces de jeu. Donc en fonction des âges chronologiques et biologiques des sportifs, et non pas de l'âge calendaire. C'est-à-dire qu'au football, si vous étiez plus à maturation, vous jouez avec des jeunes footballeurs qui étaient au même niveau de maturation que vous. Dans certains championnats, il n'y a même pas de classement. Donc ils comptent même pas les buts, ils comptent même pas le classement. Donc ils ont développé l'activité sur un petit pays qui est la Belgique quand même, avec un niveau qui est maintenant dans le top 5, je crois, mondial. Donc je pense que là aussi notre vision globale de ce qu'est le jeune sportif, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça c'est des études je crois que c'était Art qui a fait ça, je crois que c'était 56 ou j'ai plus la date en tête, qui disait qu'en fait entre 85 et 90% des jeunes sportifs champions du monde, champions d'Europe disparaissaient par la suite parce qu'ils sont en maturation précoce, mais que derrière en fait, parce qu'ils sont en maturation précoce, ils vont performer lorsqu'ils sont dans l'activité, on va dire cadet junior, et après ils disparaissent de l'écosystème. Donc est-ce qu'on souhaite développer un sportif junior ou est-ce qu'on souhaite identifier quel est l'âge chronologique de développement du sportif musculo-tendineux, technico-tactique versus l'âge calendaire. Et en fait, est-ce qu'on veut développer des futurs champions seniors qui vont matcher pour les sports olympiques ou aux Jeux olympiques? C'est la vraie problématique. Et ça, c'est encore pas assez développé en France, me semble-t-il. Christophe, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais officié auprès de 33 disciplines, à peu près. C'est ça. Finalement, est-ce que tu aurais un petit peu de manière simple, l'opportunité de séquencer quel type de discipline a un déficit sur la chaîne postérieure, quel type de discipline a vraiment quelque chose de particulier à construire, pour réduire les déséquilibres, à s'équiper, comme tu dis, de manière un peu plus conséquente. Est-ce que tu pourrais avoir un regard comme ça? Ouais, je vais t'en donner un dans la tienne, par exemple. Alors, en natation. Et comme tu le sais, j'œuvre beaucoup sur le paralympisme aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et lorsqu'on parle de paralympisme, en fait, c'est pas compliqué. On a des athlètes qui, par définition, ont des problématiques de déséquilibre, puisque c'est des athlètes paralympiques. J'ai des athlètes ici qui ont des problématiques sur des membres inférieurs. Donc toi qui es nageur, tu sais très bien que la phase de propulsion, si tu as une jambe qui est plus courte, un pied plus court, en fait ça pose une certaine problématique, notamment au niveau du bassin. Tu peux avoir du roulis, tu peux avoir des ondulations. Donc il y a forcément derrière une application sur le mouvement de bras, le cycle de bras, et la position de ta main, la position de l'épaule. Donc en fait je prends volontairement cet exemple parce que derrière, c'est pas une science exacte. Donc qu'est-ce que tu vas faire en fonction de la singularité du sportif que tu as en face de toi. Et là, sur le cas du paralympisme, je donne souvent cet exemple, en fait. C'est une photo que je mets en formation d'entraîneur expert, et dû la voir, où je mets une roue de vélo qui est complètement volée entre deux patins de frein, et puis il y a une main qui est en train de régler les rayons. Mais en fait, ça, c'est ma meilleure représentation du sport paralympique. Donc en fait, la roue, elle est volée. Donc moi, mon travail, c'est de faire quoi? C'est de prendre la clé à rayon,
Et puis d'essayer de temps en temps de faire sa touche le moins possible et pas sans frein. Parce que de toute façon, à la base, elle est voilée. C'est du paralympisme. Et il y a des jours, ce sera plus voilé que les autres. Donc en fait, pour répondre à la question, mon travail, il n'est pas d'aller forcément sur la pathologie, mais de réfléchir à quelle est potentiellement la problématique qui peut amener cette pathologie. Dans le cadre du paralympisme, je peux la citer, j'ai eu Elodie Laurenti, championne paralympique après les Jeux de Londres, qui ne pouvait plus du tout utiliser ses deux épaules. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller la filmer dans l'eau, en fait. Je suis pas entraîneur de natation, mais j'arrive à regarder. Et en fait, elle faisait du roulis, elle faisait des ondulations, ce qui fait que toi qui es nageur et très expert entraîneur de natation, la position de son pouce quand elle allait prendre sa prise d'appui, elle était pas bonne, ce qui fait que son numérus partait en rotation, ça lui irritait le tendon du long biceps. Donc la respiration sur le côté, elle était pas bonne, donc ça faisait encore plus une ondulation, et le bassin partait dans tous les sens. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais moi, en fait, pour régler cette problématique d'épaule? Je vais pas dire que je touche pas l'épaule, parce que si, bien sûr, je vais toucher à l'épaule. Mais je fais tout ce qui est en périphérie, en fait. Donc la première chose, c'est de regarder ce qui se passe. Et l'exemple concret du paralympisme, c'est, la première chose, c'est de fixer son bassin. C'est de faire une prise de conscience, justement, de cette phase de propulsion que tu connais bien. Mais phase de propulsion qui est problématique parce qu'une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc comment je mets en place toute une stratégie de préparation physique, de réathlétisation dans un premier temps, pour que l'épaule, ne souffre plus. Comment je fixe le bassin, comment je fixe avec les lombaires, comment derrière, donc, je fais en sorte que cette épaule, comme je dis souvent, siffle le moins possible, donc soit le moins douloureux possible. En fait, c'est pas que l'épaule. Donc si je m'arrête à faire du travail de rotateur, de fixateur d'omoplate, ça ne suffira pas. Donc voilà en fait la philosophie globale. Et comment tu gères cette gestion de la douleur, du coup, quand tu es en période de réathlétisation? Alors oui, très bonne question. Moi, la première chose que je fais, on a un petit tableau lorsqu'ils arrivent dans la salle. Et le sportif arrive et en fait, il va clairement remplir ce tableau en me disant voilà quel est son niveau de fatigue, son niveau d'anxiété, quelles est ses douleurs. Mais déjà en regardant. Alors autant je suis spécialiste de la planification, de la quantification de charge d'entraînement, de la préparation physique, et je vais tout planifier, tout quantifier, autant en réathlétisation, celui qui va vous dire qu'il planifie la séance de réathlétisation, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Parce qu'en fait, vous pouvez pas planifier. Vous avez une ligne de conduite, mais en fonction de la séance qui s'est passée le matin, de ce qu'a fait le sportif le matin, ne serait-ce qu'en kiné, ou même s'il a repris potentiellement une partie de l'activité, vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer l'après-midi. Donc la première chose, c'est de regarder ce qui se passe. En fonction de ce que vous voyez, vous allez remédier tout ou partie de la séance. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là en face de moi? Quelle est la problématique potentielle, parce qu'on n'est pas sur une science exacte, que j'identifie? Comment moi, là, je voulais faire un travail, si je reste sur l'exemple de la natation, la discipline spécifique d'Eric, je voulais faire un travail spécifique sur l'épaule, sauf qu'en fait, je peux pas, parce que l'épaule est inflammatoire. Donc, qu'est-ce qui pourrait potentiellement, encore une fois, c'est pas une science exacte, faire en sorte que je limite cette problématique si c'est une douleur du tendon du long biceps. Donc là, il faut une connaissance quand même un peu avérée de l'anat bioméca, insertion, trajet, terminaison, de l'ensemble des structures musculaires, neuromusculaires. Comment, je donne souvent cette image, c'est un jeu de poulies et de ficelles. Vous avez tous vu une poulie avec une ficelle de chaque côté. La ficelle, elle sera toujours la même. Si je tire sur la droite de la ficelle, elle va monter à gauche. Et à l'inverse. Donc comment moi, je vais essayer de jouer avec ce jeu de poulies et de ficelles, c'est-à-dire les insertions, les terminaisons musculaires, les trajets, pour limiter cette problématique de blessure. Quels critères tu utilises pour déterminer qu'un athlète est prêt à retourner justement à la compétition? Ah oui, ça c'est une très bonne question aussi. Ça dépend de la discipline en fait. Parce que souvent, on peut avoir des athlètes... je vais prendre un exemple concret, ce sera peut-être plus parlant, sur une problématique de double arrachement de ligamentaire sur une cheville chez un basketteur. Et souvent, on se dit, le sportif, si on a fait notre travail, en fait, en réathlétisation, donc, avec le curseur, je le rappelle, c'était le début du podcast, en fait, qui va glisser entre la phase de soins et la phase de réathlétisation, et après progressivement glisser de la phase de réathlétisation à la phase de préparation physique, fin de réathlétisation, préparation physique, reprise d'activité. Donc, en fait, j'avais un sportif qui avait un double arrachement ligamentaire, donc si on a fait notre travail, que ce soit d'un point de vue neuromusculaire, cardiovasculaire et même psychologique, il est plus beau, plus grand, plus fort, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, ou pas, ou au moins au même niveau de ce qu'il était avant, avec l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, où le sportif doit être capable avant les entraînements de faire ses routines d'athlétisation préventive, potentiellement à la fin des entraînements. Et ce sportif, en fait, il s'engageait pas. Il s'engageait pas parce que souvent, ce qui se passe, et c'est tout à fait normal, on va dire un tâche de fond dans le cerveau, là, tout au fond, c'est le processus inconscient, en fait, lui s'engage pas. Il va pas s'engager à faire un saut. Parce que lui, son cerveau, il a marqué derrière qu'il y a une blessure. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que cet indicateur de confiance, et ça, il est en lien avec le médecin,
et en lien avec le kinésithérapeute, que cet indicateur de confiance permet au sportif d'aller se réengager, c'est-à-dire faire son impulsion basket et atterrir sur sa cheville. Donc tout mon travail, il est une fois que tout le renforcement musculaire, neuromusculaire, tout le travail en périphérie que je décrivais tout à l'heure là sur le nageur ou potentiellement pour limiter la problématique d'épaule, c'est pas forcément l'épaule que je vais travailler, même si je vais le faire. Derrière lui, psychologiquement, il soit en mesure de pouvoir s'impliquer dans l'activité. Souvent, je donne cet exemple, c'est le refus d'obstacle, comme un cheval. Donc il part et il arrive dans les haies et en fait il veut pas sauter. Donc comment moi je fais en sorte que psychologiquement ce sportif intègre de manière inconsciente, c'est un processus inconscient, qu'il n'y aura pas ce refus d'obstacle. Et ça, c'est vraiment le dernier indicateur en lien avec l'entraîneur, parce que ça se fait aussi en lien avec l'entraîneur, qui permet au sportif de pouvoir se réengager dans l'activité. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai une dernière question. Du coup, Christophe, on est en année olympique. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur la préparation des Jeux Olympiques de Paris? Écoute, à te partager, non, je pense qu'il y a une bonne dynamique. Je sens une bonne dynamique, notamment de l'ANS. J'ai quelques sportifs en charge. J'ai une nageuse paralympique, j'ai Agathe Poli, qui est dans une bonne dynamique olympique en fait, qui est arrivée, c'est sa 3e année. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait elle arrive dans un nouveau écosystème avec une nouvelle méthodologie de travail qu'il a fallu qu'elle s'approprie, notamment, comme on en parlait tout à l'heure, en athlétisation préventive, suivi de séances de musculation. J'ai Corentin Hermonot aussi, qui est ici le cycliste sur piste, qui était là pour une problématique pathologique et qui, en phase de préparation maintenant, commence à glisser sur la phase de préparation. J'ai Samira El Saïd, qui est le gymnaste qui était blessé, et la blessure commence à être, on va dire, de moins en moins prégnante, pour ne pas dire complètement disparue. Donc écoute, on est toujours sur cette dynamique. J'aime dire que effectivement au bout là il y a le phare, et le phare qui clignote, c'est les Jeux Olympiques. Par contre, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous, on se fixe des objectifs, qui est bien entendu les Jeux Olympiques. Mais derrière, qu'est-ce que l'on met en place tous les jours sur l'athlétisation préventive, sur la réathlétisation pour ceux qui sont en réathlétisation, sur la préparation physique, toujours en lien avec les entraîneurs, parce que je suis en lien étroit avec les entraîneurs. Moi, je suis au service de l'entraîneur. En fait, je le définis de la sorte, je suis complètement à leur service, donc j'ai une commande de l'entraîneur, je collabore sur de la planification, sur de la quantification des charges d'entraînement, sur de la préparation physique. Et derrière, en fait, moi je pense que les voyants sont plutôt verts, nos sportifs sont bien, la dynamique olympique on commence à la sentir, et puis j'ai envie de dire vive la France, vive les Jeux. Et c'est quoi du coup la suite pour toi, Christophe? La suite, pour moi, je suis au Krebs PACAS site d'Antibes, je prépare les sportifs olympiques, et puis on verra bien ce qui se passe après. Ok, merci d'avoir suivi ce podcast sur la réathlétisation. Merci Eric, merci Christophe. Merci Christophe. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau de performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Krebs Centre-Val de Loire et Eric Brez de la Maison Régionale de la Performance du Krebs Île-de-France. Montage Stéphane Germain.